Salut les amis! Aujourd'hui je reviens avec une autre vidéo dont je vais vous faire part de les signes et symptômes de l'anémie falciforme. J'ai noté une brève description pour vous éclairer un tout petit peu. Je vais aussi parler par rapport aux les épisodes d'occlusion vasculaire, pour ceux qui ne savent pas. Commençons d'abord pour les signes, symptômes de l'anémie falciforme, entre autres la drépanocytose. Ici au Canada, il le présente plus sous forme de l'anémie falciforme, donc la plupart des gens connaissent plus ce terme-là que la drépanocytose, alors que c'est la même chose et tout. Donc je vais parler un peu de ça et vous faire part un peu de ce que j'ai noté, ce que j'ai écrit, parce qu'il y en a tellement pour ne pas oublier. La première des choses, les deux principales caractéristiques de l'anémie falciforme sont une anémie de longue durée, donc de longue date. L'enfant peut avoir l'anémie dès la naissance et ressentir les symptômes qu'à partir de 3 mois, 18 mois, 2 ans ou même 3 ans. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, selon ce que mes parents disaient, jusqu'à ce que j'aie 12 mois, ils n'avaient vraiment rien remarqué. C'est vrai que je dormais plus longtemps, mais ils se disaient, bon, chaque enfant est différent, donc après avoir eu des enfants, ils se sont sûrement dit que c'était normal, mais il n'y avait rien d'alarmant. Donc, à partir de ma naissance jusqu'à 10 mois environ, je ne faisais pas de crise. Selon ce qu'eux, ils s'en souviennent, je n'en faisais pas du tout. C'est vraiment à partir de 2 ans que là, je commençais à pleurer pour un rien, alors que j'étais une petite fille très calme, très dans son coin, donc j'aimais pas trop jouer, j'aimais pas trop courir. À l'époque, eux, ils n'ont rien détecté parce qu'ils se disaient que je suis peut-être différente des autres enfants qu'ils ont eu avant moi. Donc, la première des choses, les deux principales caractéristiques de l'anémie falciforme sont une anémie de longue date et des épisodes récurrents d'occlusion vasculaire. L'anémie découle de la dégradation croissante des globules rouges. Il se peut que l'enfant ait l'air plus pâle, ait les yeux jaunes de temps en temps ou constamment. Moi, j'ai souvent les yeux jaunes, je dirais constamment. C'est juste que c'est moins jaune quand je prends bien ma médication. Donc, quand je prends bien l'acide folique, mes yeux sont moins jaunes. Mais j'ai souvent les yeux jaunes de nature, quoi. Même si je mettrais des gouttes et tout, j'ai toujours les yeux jaunes. Mais j'ai les yeux très jaunes quand je suis, exemple, en crise ou quand je me sens encore plus fatiguée ces temps-ci. Donc, mis à part les yeux jaunes, il peut se sentir fatigué plus tôt que ses pairs lors d'une activité. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc, un enfant qui est anémique, qui a la drépanocytose, se fatigue rapidement. Juste pour vous faire une idée, moi, quand je descends les escaliers, quand je marche jusqu'à arriver au coin de ma rue, je respire genre... alors que une autre personne va respirer normalement. Il ne se sentira pas fatigué. Donc, j'ai besoin d'oxygène souvent. Je me sens souvent essoufflée, comme si j'aurais couru un marathon. Et quand je cours, c'est encore plus pire. Donc, moi, monter les escaliers, comme dans mon immeuble, j'habite au dernier étage, donc au 3e étage, il y a environ une trentaine d'escaliers, limite, et ça m'essouffle, monter tous ces escaliers-là. Arrivé au 2e étage, je vais commencer à vouloir me reposer, ou même monter les escaliers du métro, qui sont dans le métro, ça me fatigue également. Donc, on se fatigue plus souvent que la normale, et des fois pour un rien. Moi, il y a des moments où je peux juste me lever du lit et je me sens très essoufflée. Je me sens vraiment essoufflée, je dois prendre le temps, je dois boire de l'eau, beaucoup d'eau pour me sentir comme
bien parce que j'ai l'impression que j'étouffe. C'est comme une sensation, comme si j'étouffais, comme si je manquais d'oxygène. Donc ça me fait un peu ça. Je vais passer à la deuxième partie qui est les épisodes d'occlusion vasculaire. Pour les parents qui ne savent pas, ça va un peu vous indiquer comment ça se présente et puis pourquoi ça va répondre un peu à votre question pour savoir pourquoi les crises se déclenchent comme ça sans pour autant être, comment je peux dire, sans pour autant que vous ayez une alerte. Donc, c'est-à-dire que l'enfant va dire « Ah, maman, là, je me sens pas trop bien. » Et 2-3 minutes après, elle va commencer à pleurer. Donc, vous allez comprendre un tout petit peu. Les épisodes d'occlusion vasculaire sont des blocages des vaisseaux sanguins un peu partout dans le corps. Je l'ai écrit de façon très lisible et très compréhensible parce que sur Internet, c'est un peu plus code médical, c'est au terme médical qu'ils écrivent ça. Donc, les sont des blocages des vaisseaux sanguins un peu partout dans le corps par les globules rouges déformés. Donc, les dépranocytes. Les dépranocytes sont les globules rouges. Une personne sans l'anémie, c'est comme ça, c'est rond. Une personne qui a la dépranocytose, l'anémie falciforme, c'est genre, c'est une forme comme, vraiment comme une banane. Vous voyez, c'est pas rond, c'est très courbé. Des fois, c'est un peu aplati. C'est vraiment pas rond du tout, du tout, du tout. Elle en a des ronds, mais disons, sur 100, je pourrais dire que 60% de son corps a des globules rouges déformés. Ces blocages causent un manque d'oxygène dans les zones corporelles. Désolée parce que ma fille, elle a, vous voyez, hein, elle a grabouillé, fait que j'essaie de lire. Forme des manques d'oxygène dans le corps et dans les zones corporelles. Donc, les symptômes dépendent de l'endroit où se trouvent les vaisseaux sanguins bouchés. C'est-à-dire, moi je peux être comme ça et tout de suite j'ai mal au bras. Ça veut dire que les vaisseaux sont bouchés par mes globules dépranocytes qui bloquent. Donc, ça passe pas, le sang ne passe pas, manque d'oxygène et ça crée la crise. La crise ne passera pas tant que je n'ai pas eu une hydratation. Il faut savoir que quand on est en pleine crise, la morphine soulage, apaise la douleur, mais ne fait pas en sorte que les globules puissent circuler correctement. Quand vous êtes en pleine crise, ne cherchez pas à patienter. Vous avez bu de l'eau, des litres, des litres, des litres, comme celui-là, exemple, comme cette bouteille d'eau. Je pense que c'est pratiquement 2 litres. Vous avez bu, ça ne passe pas. Vous avez bu des quantités de cette bouteille-là, ça ne passe pas. Allez directement à l'hôpital. Vous avez besoin d'une hydratation. Et puis pour les gens qui reçoivent du sang, vous avez besoin de sang. Ça ne partira pas. La morphine va calmer la douleur, mais ça ne partira pas. Et puis pour ceux qui le savent, pour ceux qui savent cette douleur-là, même sous morphine, là, quand ça vient, là, ça vient et ça fout rien, la morphine. Je suis désolée du terme, mais ça fout vraiment rien. Quelle que soit la quantité que vous allez prendre, ça ne fera rien. Il fallait vous présenter à l'hôpital. Le symptôme le plus courant d'un épisode d'occlusion vasculaire est la douleur ressentie dans les os. Mes amis, la douleur là, elle n'est pas au muscle, hein? Moi là, quand je suis malade là, quand j'ai mal, tu peux me faire ça, hein? Tu peux m'appuyer comme ça, je ressens rien du tout. Parce que c'est vraiment, je le sens vraiment à l'intérieur de mon os, c'est fou, mais je le ressens. C'est comme, tu peux me faire ça, me taper comme ça, je ressens rien. C'est vraiment à l'intérieur de l'os. Et ça dit, le symptôme le plus courant d'un épisode d'occlusion vasculaire est la douleur ressentie dans les os. Les crises de douleur sont imprévisibles. J'ai bien dit, hein, imprévisible. Toute la journée, vous pouvez être très à l'aise. Hein?
Vous vous êtes dit, oh, il fait chaud, je vais sortir un peu, je vais prendre un peu de la chaleur, je vais transpirer un peu, ça va aller, le soir je vais dormir. Arrivé le soir, là, la crise se déclenche. Parce que durant la journée, toi, tu as cru que tu étais bien, tu te sentais bien, tu allais sous la chaleur et ton corps, lui, là, il n'était pas en pause. Arrivé à 22h, 23h, la crise arrive. Les crises sont imprévisibles. C'est pour ça, dans la vidéo, je disais bébé est en pleine crise, comment le savoir? C'est ça, c'est imprévisible. C'est ça qui est le côté négatif de cette maladie-là. Elle n'avertit pas quand elle arrive. On ressent rien de bon, j'ai une petite douleur au dos, ça va passer. Non. Moi, quand j'étais petite, là, en grandissant, vu que j'ai la médication, ça va. Mais quand j'étais petite, j'avais mal là. Et c'est là que je voulais aller à l'hôpital. Mon père était comme, oh non, on va attendre, elle ne fait pas de la fièvre, on va d'abord attendre que ça se calme. Moi, je ne voulais pas que ça se calme là à la maison. Il fallait que ça se calme à l'hôpital. Ok? Quand l'enfant est en crise, papa, maman, grande soeur, grand frère, va directement à l'hôpital avec l'enfant. C'est sérieux. Elle a mal, la douleur qu'elle a mal là, c'est invivable. Si on l'échangeait avec toi là, tu allais pleurer. Tu allais vouloir aller à l'hôpital. Ne cherche pas à ce que l'enfant se calme à la maison. Papa, les papas qui me suivaient là, votre enfant a mal, amenez-la à l'hôpital. Moi, je me rappelle quand j'étais petite là, je devais attendre parce que mon père lui voulait qu'on reste à la maison parce qu'il savait que j'allais être hospitalisée pendant 2-3 semaines. Et ça, c'est ce qu'il ne voulait pas. Donc, ça serait comme une pause côté travail et tout. Ma mère, elle paniquait, donc elle voulait aller à l'hôpital. Puis finalement, on finissait par aller à l'hôpital en urgence. C'est-à-dire avec un ambulancier parce que lui, c'était oh, on va attendre que la fièvre arrive, elle n'a pas de fièvre. Mais la crise là, ça fait mal, hein? Fièvre ou pas, ça fait très mal. Allez à l'hôpital s'il vous plaît. Ensuite, les crises de douleur sont imprévisibles. Certains enfants ne le sentent pas venir. Certains enfants ne le sentent pas venir. Hein? Quand tu as l'habitude d'être malade, tu sais que cette douleur-là, là, si je prends par exemple la morphine maintenant, là, dans 2 minutes, là, ça va barder. Mais un enfant de 2-3 ans, là, elle aura mal, elle ne dira pas « Maman, j'ai mal ». Non, elle va voir ça normal, elle va continuer à jouer, mais 5 minutes après, vous allez voir, elle va commencer à crier, à pleurer comme si on la tapait avec la ceinture, comme en Afrique. Donc, c'est imprévisible. Il y en a qui le sentent venir, il y en a qui ne le sentent pas. S'il vous plaît, allez à l'hôpital, c'est très important. Les déclenchements possibles d'une crise de douleur. Dans la vidéo où j'ai parlé un peu des bébés, à la fin de la vidéo, j'écris certains déclenchements qui peuvent causer une crise. Il faut savoir que même après tout ça, la crise souvent survient sans raison apparente. C'est-à-dire que même si tu es sans stress, parce que dans la vidéo, j'avais mentionné que les déclencheurs peuvent être une infection, une déshydratation, un stress, une exposition aux températures trop chaudes, trop froides ou de la fatigue. Mais il y a dans certains cas où la crise arrive sans raison apparente. La personne peut ne pas stresser, peut avoir bu autant d'eau toute la journée, peut avoir bien mangé, mais le soir, elle fait une crise. C'est quelque chose de génétique, c'est une maladie génétique, ça se guérira jamais. Même s'il n'y a pas de stress, elle est là, elle est en toi. C'est comme une personne qui vit avec le sida toute sa vie. Même s'il n'est pas sous stress, il n'est pas sous manque d'hydratation, il aura toujours ce VIH-là, vous comprenez? C'est comme la drépanocytose. Même si moi je bois autant d'eau, même si je ne suis pas sous stress, je ne suis pas fatiguée, mais j'ai ça en moi. C'est dans mon sang, c'est dans mes veines, c'est dans mon corps, c'est là, ça ne disparaîtra pas. Je peux faire 2, 3, 4 mois, 6 mois, je ne fais pas de crise, et au 7e mois, je vais finir par en faire parce que c'est quelque chose qui est en moi. Donc, toujours continuer la médication. Ne faites pas l'erreur de vous dire que votre enfant n'est plus malade et puis vous arrêtez la médication. Vous vous dites, bon, elle est plus malade, elle va bien, et tout d'un coup, vous arrêtez la médication. Ça va servir à rien parce que l'enfant, elle est là, la maladie est là, la maladie ne va pas disparaître. Ça ne part pas. Qu'aucun médecin vous montre que ça se guérit. C'est génétique, c'est dans le sang. C'est une maladie du sang.
C'est pas un os du genou qu'on pourrait enlever puis remplacer avec un autre os. Non, c'est du sang là. Peu importe ce qu'ils vont vous dire là, ça se guérit pas. À moins que Dieu vous guérit là, vous enlève ça de vous. Mais sinon là, ça se guérit pas. Qu'on vous mente pas. Qu'on vous dit pas, ok, arrêtez, ne prenez plus telle médication, ne prenez plus de transfusion. Pour ceux qui sont dans d'autres communautés, je sais pas, soit témoin de Jéhovah ou quoi que ce soit, non. Votre enfant a besoin de sang, il a besoin d'être hydraté, il faut le continuer à le faire. Parce que c'est la vie de votre enfant qui est en danger là, c'est pas la vôtre. Donc j'espère que je vous ai aidé, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours me poser sous les vidéos. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Bye bye.